Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler de mon troisième livre, hein. J'en ai publié 71 pour le moment, mais en 2007, hein, j'en étais qu'au troisième. Le premier, c'était L'heureux stratagème ou La nuit des trois étoiles, qui utilisait notamment un opéra de Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots. Le deuxième, c'était Les Nuits de Lucrèce en 2007. Le premier en 2005, le deuxième en 2007. Le troisième, toujours en 2007, donc Le voleur de trottinette. Alors, c'est un roman, une grosse nouvelle ou un roman, je ne sais pas, il y a 120 et quelques pages, un petit roman, voilà, plutôt, on va dire, hein, qui est gay finalement, hein, un roman G-A-Y, gay, évidemment pas gay G-A-I, enfin peut-être l'est-il aussi, hein, je ne sais pas. Et alors le contexte, c'est le massif du Sancy. Le décor est très important pour moi, ce n'est pas du remplissage, hein. Une fois de plus, je le redis, c'est très très important. Un livre qui n'aurait pas de description, que j'écrirais une description de paysage ou une description même psychologique, des pensées qui traversent l'esprit d'un des narrateurs ou des narrateurs ou des narratrices, hein, ou de la narratrice, ne serait pas de mon fait. J'aime bien décrire, mais pas pour faire du remplissage, hein. Donc ce livre, euh, c'est un livre, donc une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, une histoire d'amour contrariée qui finit par aboutir grâce à une intervention miraculeuse, hein, vers la fin, une prise de conscience. Voilà, il y a des personnages qui font appel au merveilleux. Alors, ce n'est pas un roman sexuel parce que si vous compulsez un petit peu Internet, vous vous rendrez compte que les romans gays sont souvent très sexuels, avec des hommes très musclés en couverture. Mais moi aussi, j'aime ce genre d'homme, entre autres, hein, ce n'est pas mon seul type d'homme, mais je n'ai pas envie de mettre en scène des gens super musclés. Et si je m'intéresse aux gens musclés, c'est pour qu'ils utilisent ces muscles en faisant de la boxe, par exemple. Vous voyez, moi, faut qu'il y ait un sens aux choses. Être musclé pour être musclé, ça a un sens, mais parce qu'on aime bien être plus ou moins bien fait, surtout quand on prend de l'âge, comme moi. C'est pour ça que je fais encore de la gym, hein. J'ai besoin de préserver une certaine santé et ne pas me trouver trop moche. Mais des gens qui seraient surmusclés et qui n'utiliseraient pas ces muscles, ça me laisserait sur ma faim et je ne pourrais même pas publier des livres de photos comme ça, hein. Moi, il faut qu'il y ait une utilité, une justification, notamment dans un sport, hein, voilà. Et donc, ce roman, il est, comment dire, onirique, il est merveilleux, il est fantastique, il fait appel à ces genres. Je dis pas qu'il est merveilleux et fantastique, il fait appel à tous ces genres. Et il y a de grandes descriptions de rêves. Alors, je vous fais part déjà des commentaires que j'ai eus. Il y en a un qui me dit, mais mon cher Pierre, un rêve, ça dure quelques secondes, et les tiens que tu décris s'étendent sur des pages, ça ne va pas? Alors, bon, j'en ai parlé avec une amie, elle m'a dit, mais des commentaires comme ça, tu n'en tiens même pas compte. C'est tellement bête. Voyez à quoi on est confronté quand on est auteur, hein? Voyez. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment forcément un rêve, hein. C'est un rêve qui est la réalité. Mais là, bon, je vais pas vous en dire plus, sinon je vous raconterai le livre. Alors, et il y a aussi d'autres remarques. Il y en a un il y en a qui me harcèle parce que je n'ai pas cédé à ses avances, donc il m'a dit que c'était je sais plus comment il m'a dit que c'est un livre égocentrique. Quelqu'un d'autre justement m'a dit que les personnages étaient très narcissiques. C'est la personne dont je vous avais parlé, hein, euh, qui conserve d'ailleurs toute mon estime, mais vraiment nous n'étions pas en phase sur le plan littéraire, hein. Je crois que ce n'est pas la peine de creuser ce sujet. Faut parfois avec les gens aller dans une autre direction sur d'autres thèmes. Et il y a eu aussi une critique d'Amazon qui me disait, mais vraiment, c'était prétentieux. Il y avait plein de références. En gros, on me reprochait mes références, mais moi, c'est pas des références pour créer de la prétention. C'est pour, par exemple, quand je cite une musique, c'est pour que cette musique, si on la connaît ou pas, maintenant, il est facile de connaître les musiques, hein, rajoute un élément, comment dire, qui dépasse le style strict. Si je parle d'une musique et la personne va écouter la musique ou la connaît, eh bien ça va ajouter
un élément au merveilleux, ça va ajouter quelque chose, c'est pour ajouter quelque chose, c'est pas pour montrer l'étendue de mes connaissances, hein. Il avait rien compris. Il m'a dit que ça partait en couille, que c'était il y avait plein de lieux communs sur les homosexuels, ce qui est faux. J'avais été confronté peu de temps auparavant à un pervers narcissique, mais un vrai celui-là, et qui sortait des lieux communs que j'ai reproduits in extenso presque dans ce livre, hein. Donc c'était complètement, il y a vraiment, moi je trouve que quand un livre homo, gay, sentimental ne comporte pas de scène sexuelle, à moins que ça soit un grand chef-d'œuvre, comme ceux, enfin, ou une œuvre vraiment marquante, comme celle de Denis Chassin, mon mari, hein, où là vraiment, il n'y a pas de sexe quasiment dans ces livres, mais ils obtiennent un certain succès. Je vous en reparlerai d'ailleurs pour essayer de rebooster, comme on dit, les ventes une autre fois dans une autre vidéo, mais ça ne passe pas. Il y a vraiment un blocage. Et il faut dire que si les gens cherchent des livres de genre, c'est surtout pour des motifs sexuels. Je trouve ça triste. Ça donne une piètre opinion des homos, mais nous ne sommes pas tous comme ça, hein. Et il y a aussi des homos normaux pensants, bébêtes, hein, hélas, hein, normaux pensants, voire bébêtes plutôt, hein, voire très primaires. Ça existe aussi malheureusement, rassurez-vous, hein. Il n'y a pas que les beaufs hétérosexuels, il y a aussi les beaufs homosexuels, et je vous assure que ça ne vaut guère mieux, hein. Ça ne vaut vraiment guère mieux, et c'est vraiment triste, hein. Voilà. Et donc, il y a eu une critique favorable, une autre critique favorable, qui disait qu'en gros, c'était un livre extrêmement poétique, ce qui est vrai, et qui touchait au merveilleux. Mais je vais vous lire une critique très détaillée, qui est du fait de Caroline Ducourtiou, qui l'a laissée d'ailleurs sur Babelio. Je vais vous la lire in extenso, parce qu'elle est intéressante. Et elle me montre, parce que moi je commençais à croire que j'étais d'une nullité absolue quand je voyais ces critiques-là. À un moment donné, je l'ai cru, hein. Je me dis, c'est pas possible. Je sais bien que je suis pas un génie de la littérature, mais qui a un tel rejet de certains de mes livres, je me dis, c'est pas possible, hein. Soit je suis un génie absolu, soit je suis une nullité absolue. J'avais le choix entre les deux possibilités, hein. Mais je pense que je suis entre ces deux. Mais voilà une critique plutôt favorable que je vais vous lire. J'arrête de bavarder, hein. Dès les premières lignes, je me suis laissé envahir et happer par ce livre. L'idée de laisser Joseph Ramlac une bonne partie de l'ouvrage au profit de Joël et Pascal m'a plu. La poésie est arrivée, l'onirisme propre à Pierre Calmar, qu'il décrit si bien à chacun de ses livres, prend plusieurs chapitres sans une once d'ennui, tout a un sens. On a envie d'aimer Joël, envie qu'il trouve le bonheur frais et pur dont il est lui-même pourvu. J'écris ces lignes après avoir lu la moitié de ce livre. Les raisons du comportement de Pascal se dessinent doucement. J'ai envie de le voir se libérer du poids de ses préjugés, envie qu'il s'ouvre à Joël. À ce stade de ma lecture, je m'attends à un rebondissement surprenant qui devrait me plaire. Autre chose qui me ravit déjà, les décors du Puy-de-Dôme. La description qui en est faite me donne l'irrésistible désir d'aller m'y promener. 24 heures plus tard, j'ai achevé ce livre. Quel étrange récit, quel retournement de situation. Je vois Joseph Ramlac comme une passerelle vers la vérité, celui qui fait prendre conscience des réalités. Il réveille la grand-mère et par effet miroir son petit-fils Pascal. Les êtres oniriques ne cessent d'envoyer des messages afin que l'amour, finalement, soit triomphant par-delà tous les préjugés, les idées préconçues et les croyances limitantes concernant l'homosexualité. D'oniriques, ces êtres finissent par se matérialiser dans la vie concrète. Cela me fait penser à un phénomène tangible. Toutes les réponses que l'on peut se poser se trouvent sur la Terre. La nature, la vie, la planète détiennent toutes les vérités. On les perçoit ou bien jamais. Ne faisant qu'un avec la Terre, l'humain possède en lui toutes les ressources pour accéder au bonheur. Ne lui suffit-il pas simplement de se lâcher pleinement? C'est un récit empli de poésie, de bonté et d'amour. Chaque drame peut être rattrapé et même évité dans l'absolu, en laissant l'orgueil loin de soi. Le voleur de trottinette est un roman que je garderai précieusement dans l'étagère de mes préférés. Parmi toute la littérature que je possède, parmi ceux que je peux facilement reprendre au gré de mes envies. Peut-être y verrai-je un message différent que je n'aurais éventuellement pas perçu à ma première lecture. Je le recommande vivement, d'autant que le sujet de l'homosexualité est peu souvent traité en littérature, en tout cas moins souvent que l'hétérosexualité. Voilà.
J'en reste là, je vous laisse éventuellement réagir à cette vidéo et je mets le lien de l'ouvrage hein, qui est disponible par le biais d'Achète Livre hein, maintenant. Lulu est relié à Achète Livre. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci à Caroline Ducourtiou et à d'autres hein, dont je vais lire également les commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.